Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la première défaite en carrière de Cyril Gane face à Francis Ngannou. Surtout se poser la question, d'un point de vue français, d'un point de vue international, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant pour Cyril? Parce que Fernand, vous le verrez peut-être ou pas, va expliquer que là maintenant, quelque part, c'est une nouvelle étape qui commence, qui va être compliquée au début, mais c'est ce qui risque de rendre l'histoire plus belle par la fin. On lance le générique, Rusty? Grave. Swear. Première défaite en carrière pour Cyril Gane, première défaite MMA, Muay Thai confondu. Tout s'est joué dans le 5e et dernier round. J'ai fait le petit récap, tout seul, qui était horrible. Là maintenant, ça y est, on a le vrai big boss du rap game qui s'appelle Big Rusty, qui est là. Voilà, tout s'est joué dans le 5e round, puisqu'on peut le dire, on était à 2-2 au début de la 5e reprise. Ouais, on était à 2-2 au début. Après, c'est... Le problème, t'as c'est parlé de que... quelque chose d'intéressant, c'est vrai que c'est le changement de momentum. Ouais, en fait, c'est pour ça que... entre le 4e et 5e round, lorsque Fernand dit à Cyril, là, je vais pas te le cacher, on est en train de perdre le combat. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux aussi ajouter ce que tu m'as dit, que moi je n'avais pas, c'est que le traducteur a complètement foiré ce que Fernand a dit. Alors en fait, le truc, je sais pas ce qu'ont eu les gens en français, mais je sais que ils sachent, il faut le rendre à Fernand parce que ça, pour le coup, ça n'est pas cool. C'est en fait, mais bon, j'ai eu l'honneur de faire traducteur aussi sur les UFC, c'est vraiment pas facile. Rugby tackle. Voilà. Rugby tackle. Souvenez-vous de ça. C'est pas facile, mais là pour le coup, il faut juste, je pense, qu'on le rende à Fernand, parce qu'en fait, il s'est fait tacler par Joe Rogan et Daniel Cormier au début du 5e, où ils étaient en mode, attends, qu'est-ce que c'est que ces conseils entre les rounds? Et en fait, c'est parce que le traducteur a dû laisser un peu passer, parce que ça allait très vite. Mais en fait, Fernand n'a pas simplement dit, là, c'est pas possible, il faut que tu gagnes, là, c'est pas possible, c'est impossible. Et en fait, j'étais dans la salle où, c'est tout ce qui a été traduit en français. Et il n'y a pas que ça. Fernand était en mode, les coudes, monte le casque et on avance. Et après, du coup, effectivement, il rajoutait aussi des mots d'encouragement. Mais c'était pas juste de l'air chaud que brassait Fernand. Il y avait des conseils très clairs et qui ont d'ailleurs été mis en œuvre par Cyril puisqu'il a enclenché la marche avant. C'est là où il a placé son énorme coude et où il a essayé, effectivement, il a commencé à mettre des vrais battoirs. Et donc, vraiment, je voulais juste rendre ça parce que, c'est, comment dire, je sais à quel point ça peut être injuste quand, tu es taxé d'un truc, alors que littéralement, t'as dit l'inverse pendant le moment où c'était le feu de l'action, etc. Et c'est pas rendu. Et je pense que pour un entraîneur, ça doit être assez dur, donc je préfère le dire. Et alors, aussi un autre point que j'avais pas évoqué, parce que je profite aussi de ce podcast. Oui, je suis un peu parti en side, mais sur le côté. Mais Exactement, sur le teco. Ouais. Moi, c'était parti sur le teco, mais je profite aussi de ce podcast pour aborder les points que j'avais pas abordés dans le feu de l'action à la salle à Anaheim. Point important et pas des moindres, Big Rusty, c'est la tentative de soumission de Cyril Gane au 5e round. Certains commencent déjà à dire que c'est ce qui lui a coûté le combat, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le combat contre Dante Mayes avec la soumission la plus tardive de l'histoire de la catégorie chez les lourds. Et Rust avait son avis là-dessus. En fait, j'étais assez surpris, mais c'est intéressant. J'étais assez surpris en fait parce que du coup, j'ai appris assez vite après la fin du combat que les gens étaient en mode pourquoi avoir fait la clé de talon, c'est ce qui lui a coûté le renversement et le combat. Et en fait, du coup, j'y ai réfléchi. En fait, j'avais pas du tout vu le truc comme ça parce que pendant que je regardais le combat, quand il y a eu la clé de talon, personnellement, j'étais en mode oh putain, oh yes, enfin genre ok, là. On est peut-être sur une soumission qui va être la soumission, peut-être pas de l'année, mais en tout cas une des soumissions les plus ouf pour des combats pour le titre en poids lourd, une clé de talon au 5e round. En plus, elle était vraiment pas loin, je pense. Et donc en fait, si ça réussit cette clé de talon, c'est une des soumissions déjà de l'année, avant même qu'elle ait réellement commencé. Et en fait, surtout, l'autre truc, au-delà du fait que c'est vrai que j'étais surpris, parce que pour moi, c'était une décision qui était, risquée, mais moi, ce que j'en ai ressenti, c'est si Cyril avait gagné le 5e round, et donc le combat pour le titre, en faisant ce qu'il a fait sur les 2 premiers rounds, c'est-à-dire de gérer,
et de gérer la distance, d'être très évasif, de mettre des kicks, etc. Je pense que tout le monde aurait été en mode... bon, enfin à l'international, parce qu'en France on aurait été pire que content, évidemment. Faites du slip. Faites du slip, partout, cravate sur la tête, bien. Mais je sais qu'à l'international, probablement que les gens auraient dit bon bah super, tu vois, enfin un peu comme quand Johnny Hendricks avait gagné le combat contre Robbie Lawler la première fois, en mode bon bah ok, c'est gagné, mais ça manque tellement de panache que bon bah ok, cool, bravo. Et là je trouvais que bah en faisant ça, il montrait qu'il voulait vraiment une victoire et qu'il voulait une victoire spectaculaire. 2, la soumission, c'est pas une soumission en mode du n'importe quoi et en fait en 2 secondes le mec est parti. Elle était vraiment bien enclenchée et Cyril disait après le combat, juste après, il disait je sais pas trop quels sont les tout petits ajustements que j'aurais dû faire, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais donc c'était vraiment pas loin quoi. Enfin, de toute façon ça se voyait à la position qu'elle était vraiment serrée, étroite. Et donc en fait, je sais pas encore trop quoi en penser, parce que je pense que pas mal de gens diront, et ils ont raison aussi, mais que d'un autre côté, oui, si ce qu'on veut c'est la ceinture à coup sûr, bon bah effectivement peut-être que rester debout disons, ne pas tenter la clé de talon quand tu as une position avantageuse, parce que c'était plutôt ça, ça te permettait peut-être effectivement de remporter le 5e round et donc le combat, mais par un tel mouvement qui clairement c'était la définition du panache si ça avait marché. Personnellement, je dis pas que c'était forcément ce qu'il y avait, la meilleure situation possible dans le meilleur des scénarios possibles, mais ça ne me gêne personnellement pas du tout, en fait. Parce que panache, et si ça marche, c'est de la dinguerie complète. Et en plus, les détracteurs pourront pas dire, il a géré le 5e round sans prendre de risques, machin. Donc, moi, ça me frustre pas forcément nécessairement. Et pour revenir à ce que tu disais, et après j'arrête mon monologue pour pas partir tout seul encore, mais, sur la raison pour laquelle Fernand a dit, entre 4e et 5e, tu perds le combat, je vais pas te le cacher. Instinctivement, en fait, moi, j'aurais dit que j'étais d'accord. Et tout le monde va encore nous traiter de suceur de Fernand, mais du Factory. Mais disons, en fait, pour moi, objectivement, quand tu parles il y a une inertie qui change. Le momentum. Le momentum, le fameux, je trouve que c'est ce que je ressentais aussi, en fait. Il venait de perdre les 2 rounds. Il venait de perdre les 2 rounds, et alors, je crois que t'étais peut-être pas d'accord, mais en fait, j'avais l'impression que les 2 premiers rounds avaient été très bien gérés par Cyril. Ah oui. Mais que la manière, même si je pense pas qu'il y avait des 18 dans les notations des rounds 3-4, mais la manière dont Francis a gagné les rounds 3 et 4, même si c'était des 19, 19, 9, 19, 10, qui font que donc probablement, effectivement, objectivement, froidement, il y avait 2 rounds partout, c'est vrai que dans ma tête, j'étais en mode, il perd le combat. C'est-à-dire, donc ça n'est pas vrai rationnellement, mais j'étais en mode, là, on a vu un truc qu'a réussi à faire Francis et que n'a pas réussi à contrer Cyril, qui fait que j'ai eu l'impression dans ma tête qu'effectivement, il perd le combat. Parce qu'il y a un truc qui a amené Francis et qui a complètement changé la donne du combat et que n'a pas encore réussi, un puzzle que n'a pas encore réussi à résoudre Cyril. Donc c'est effectivement, voilà où j'en suis, en tout cas du ressenti qui est encore à chaud, parce que c'était il y a peut-être 2 heures, un truc comme ça encore. Mais voilà en tout cas ce que ça m'a un peu fait ressentir par rapport à toutes les réactions à chaud pour répondre, c'est pas pour répondre du tout, mais pour... ajouter ta pierre à l'édifice. Ouais, ajouter en tout cas aux discussions, participer aux discussions qu'il y avait sur le sujet. Et maintenant on s'intéresse, on rentre dans le vif du sujet du podcast. La suite pour Cyril Gane, moi je pense qu'il est à un point là où va y avoir énormément, on en parle souvent justement, le côté média américain, où de temps en temps ils disent quel va être le prochain point de discussion. Là ils vont vouloir parler de la lutte de Francis, mais aussi de la lutte de Cyril Gane, qui oui a été mis au sol, et donc peut-être que c'est la solution face à Cyril Gane, un peu comme ce qui s'était passé lorsqu'Israël Adesanya a perdu contre Ken Blachowicz. Et là où moi je trouve que ça devient intéressant pour Cyril, c'est qu'il est dans une situation où là clairement les prochaines semaines ça va être regardez ce que Francis a réussi à faire, maintenant il faut faire ça pour réussir à battre Cyril Gane. Et le prochain adversaire qu'il pourrait y avoir potentiellement pour Cyril, ce serait Curtis Blaydes. Et tu vois la manière de ce qui s'est passé à l'UFC où il y a eu cette défaite pour Israël Adesanya face à Jan Blachowicz, ensuite ils lui ont mis Marvin Vettori où sur le papier, tu vois, tu peux avoir une petite fenêtre de tir pour te dire là, on va peut-être pouvoir exploiter ce que les gens ont potentiellement vu. Et là, pour moi, s'il y a Curtis Blaydes, c'est très bien parce que c'est une occasion. C'est combat très risqué, bien évidemment. Ça fait longtemps qu'on dit que Curtis Blaydes, dans les mecs qui actuellement, ça peut être chaud, mais ça peut être une très bonne réponse aussi
en cas de victoire. On se souvient de ce qui s'était passé avec Francis aussi, après ces 2 défaites consécutives face à Stipe, puis Derrick Lewis. L'UFC avait mis en place le combat Francis Curtis Blades 2. Clairement, si Francis perdait, c'était direction Bellator à l'époque. Et il avait répondu avec un KO en 44 secondes, si je ne m'abuse. Ouais. Bon, là, ce sera pas ça, Ouais. de toute façon. Mais dans le sens où là, c'est par rapport à la lutte de Cyril. Ouais. Oui, effectivement, ça va être très intéressant. C'est ça qui est bien, c'est que, en fait, c'est bien pour l'histoire en global. Enfin, disons, les différents arcs narratifs de l'animé. C'est ça qui est cool, c'est que maintenant, il y a un arc narratif qui est effectivement, est-ce que finalement, la lutte, c'était donc bien la kryptonite de Cyril? Probablement que c'est maintenant toutes les discussions qui vont avoir lieu à l'international, dans les mêmes sphères, etc. On va voir, c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, je pense que tu vois maintenant, effectivement, que ce soit Miocic, que ce soit Curtis Blades, ou que ce soit John Jones, ou quoi que ce soit, quel que soit le prochain adversaire, dont les 3 qu'on a cités, donc ce sont des gros lutteurs, forcément, du coup, ils vont tenter. Et c'est ça qui est grave cool, c'est que voilà, ça y est, on a un nouveau scénario qui s'offre à nous, qui est zut, la machine à gagner parfaite, 0 grain de sable dans l'engrenage qu'était Cyril Gane. Maintenant, il a perdu, tu sais la statistique, 0,00 secondes sur le dos, au sol, etc. Oui, c'est vrai. Voilà, ça a été perdu, et maintenant, il a été mis au sol de multiples fois. Donc, il va y avoir ce truc-là de est-ce que finalement c'était ça la réponse à Cyril Gane? Et c'est très bien, parce que voilà, ça va faire parler, et on va voir, et on saura sur les prochains combats. Je sais que du coup, Cyril, en conférence de presse, avait dit, il me semble que du coup, la technique en elle-même de Francis n'était pas forcément ce qui l'avait gêné, dans le sens il n'avait pas forcément été dépassé techniquement, mais qu'apparemment c'était juste, Francis c'est trop fort, quoi. C'est tellement stylé, enfin c'est horrible, mais c'est tellement stylé. Francis est juste, en fait, c'est un morceau de bois, en fait. Un morceau de fer, et tu peux rien faire, j'ai l'impression, visiblement. Un gars comme Cyril Gane, 1m96, athlète professionnel, et 105 kilos bien tapé, 114 d'ailleurs même, je crois, un truc comme ça. Donc ne peut visiblement pas faire grand-chose face à la puissance brute de Francis. C'est ce qui est fou quand même, quand on y pense. C'est dingue. Terrifiant. Il est terrifiant, Francis. Il est terrifiant, Francis. Et il est toujours champion UFC. Est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à ajouter pour Cyril, pour la suite, là? Pour Cyril, pour la suite, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est comment dire, j'avais, en tout cas entre guillemets là, j'avais le privilège du coup de pouvoir être juste après le combat avec l'équipe de Cyril Gane. Et en fait, il y a un truc juste que je voudrais dire qui est vraiment vraiment trop cool et vraiment trop stylé, c'est que en gros, on a toujours coutume de dire que, enfin, tu sais, c'est un peu, il y avait à un moment donné un passage dans les comics américains où Superman était plus fort que tout le monde. Genre, tu sais, il arrivait, il prenait une planète, il lançait sur une autre planète et du coup, il dégommait les mecs et tout. Et en fait, parce que tout le monde les écrivains étaient en mode, c'est trop stylé, il est trop fort, il peut tout faire. Mais il n'avait aucun challenge, en fait. Et les ventes de comics sur Superman ont commencé à baisser parce que justement, tant qu'il n'y a pas de challenge, tant qu'il n'y a pas un truc qui te révèle quelque chose à propos du caractère et du personnage du comics, mais donc c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein, évidemment, en fait, c'est pas aussi intéressant. Et là, après le combat, ils avaient tous évidemment, ils étaient hyper frustrés et ils avaient, enfin voilà, c'est une défaite, et c'est une défaite à ça du titre incontesté, mais ils avaient le sourire, ils étaient en mode ça fait chier, mais voilà, ça y est, c'est voilà, on est dans le dur, ça va être une épreuve, et on va revenir, et on reviendra, et ça fait partie du truc, c'est la vie, ça fait partie du scénario, du machin. Et en gros, le fait qu'ils le prennent comme ça, je sais que quoi qu'il arrive après, comment dire, entre guillemets, quand on dit que, tu sais, il y a des gens que tu respectes plus dans la défaite que dans la victoire, je pense que là, les gens vont vraiment kiffer la manière dont l'équipe donc de Cyril Gane et Fernand Lopez vont réagir, et que ce soit dans les semaines qui viennent, ou etc. Parce que je pense vraiment qu'ils le voient comme ça. Ils le voient comme, ça fait chier, mais c'est vraiment, ça fait partie d'un processus
qui est c'est la vie en fait quoi. Et du coup qu'ils le prennent comme ça m'a, respect de ouf et c'était vraiment impressionnant. Et quoi qu'il arrive par la suite, c'est de bon augure parce que au niveau de la manière dont ils prennent les choses, visiblement, ils pourraient pas l'avoir pris mieux que ça, malgré les enjeux énormes, malgré l'histoire entre Fernand et Francis. Voilà, malgré tout ça, des sourires et c'est la vie. Maintenant, il faut remonter, il faut reprendre de zéro, il faut machin. Et c'est cool, quoi. Et là, faire taire, justement, les détracteurs. C'était un podcasteur américain, je n'ai plus son nom. Ou alors c'était peut-être même Michael Bisping, je crois. Je crois que c'était Michael Bisping qui avait dit ça. À propos de Cyril Gane, il disait, effectivement, quand vous êtes invaincu, c'est difficile de dire ce mec-là a une faiblesse dans tel ou tel domaine, ou en tout cas quelque chose à exploiter. Ce qu'on se disait là maintenant, tout le monde va se braquer là-dessus. Toutes les questions vont être autour de ça. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé ça? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Et donc c'est ce qui va rendre intéressant les prochains mois, et surtout le prochain combat, oui, ce ne sera peut-être pas pour la ceinture, mais en tout cas, ce qui peut vous rassurer, c'est qu'un Fight Night est bien plus probable à Paris qu'un combat pour le titre. Donc que ce soit contre Curtis Blades ou contre Stipe Miocic, on ne bouderait pas notre plaisir. Ah non, c'est clair. Donc c'est vrai que c'est quoi? C'est à toute chose malheur est bon? Non, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, même si c'est une mauvaise nouvelle là, parce que la ceinture ne reviendra pas à Paris, effectivement, si malgré tout, la petite bonne nouvelle, c'est que donc le prochain UFC qui sera donc un Fight Night et pas un numéroté pay-per-view, du coup a peut-être moins entre guillemets d'importance pour l'UFC et que du coup ils le mettent à Paris. Au final, on y gagne aussi quoi. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Raph. Ouais. J'adore mes super peut-être 38%. Surtout mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, allez. Salut. I'm fucking coming for you!